Karim Katan nous a rejoint. Fascinant cette histoire du vaccin Abdallah, Karim Ouais, Katan. ouais, super Étonnant. intéressant. Premier roman, donc, Karim Katan, on vous avait déjà reçu il y a quelques années dans MOE. Alors, ça s'appelle Le Palais des Deux Collines, aux éditions Elisa, d'éditions tunisiennes que l'on salue. C'est l'histoire de Faisal, un jeune Palestinien qui un jour va recevoir un mystérieux faire-part de décès en arabe. Et la question, c'est qui est donc cette fameuse Rita? Ouais, donc en fait, le Palais des Deux Collines, c'est un... En général, je dis que c'est du réalisme magique parce que c'est une histoire notamment de fantômes qui se déroule en Palestine et ce narrateur, donc Faisal, le personnage principal, rentre en Palestine après avoir reçu un faire-part qui n'est pas vraiment ce qu'il a l'air d'être, ce Hmm. faire-part. Ouais, En il y a un effet. peu ce mystérieux, comment vous avez dit, réalisme C'est du magique. réalisme magique, c'est ça, un C'est peu. beau. Comment il va réagir quand il reçoit ce faire-part? Qu'est-ce que ça va déclencher chez lui? En fait, c'est un personnage qui, au début du roman, a quitté la Palestine et a coupé les ponts en fait avec ce pays, et ça va provoquer chez lui un désir un peu incompréhensible pour lui de retour. Et donc, il va retourner dans sa maison de famille, Hmm. Le dans village, ouais. un village fictif Ouais. qui s'appelle Jabalen, donc les deux collines. Et il va. C'est un roman qui a été écrit avant le confinement, mais en gros, il va s'enfermer dans cette maison vide. Et tout le roman se passe dans cette maison vide où il est confronté à des fantômes de sa famille, en Ouais, dans un fait. contexte particulier, menace Ouais. d'annexion notamment. Absolument. En fait, ce qui m'intéressait dans ce roman, c'était de réfléchir un peu à ce qu'on fait face à la disparition Hmm. ou face à la destruction. Donc en fait, Faisal rentre. C'est un roman qui se passe un peu dans le futur. Donc Ouais. il y a une espèce d'annexion en cours des territoires palestiniens par les colons israéliens. Et lui, il se retrouve un peu seul face à cette espèce de bulldozer qui envahit la Palestine. Et Ouais. donc il s'enferme. Et tout autour de lui, c'est le tumulte de la conquête, quoi. Et il y a cette phrase notamment, le premier homme sur la Lune, ça devait être lui. Manque de bol, ici on parvenait à peine à arriver au bout du village. Alors la Lune, tu parles, il se prit à répéter, et ce jusqu'à la fin de sa vie, demain les abricots qu'on va libérer la Palestine. Demain les abricots, Hmm. c'est une expression. Ouais, en fait, j'ai failli même appeler le roman Demain les abricots. C'est une expression en arabe, je pense dans tout le Levant, j'imagine, Boukra fel meshmesh, qui veut dire Bougraf en et le fait meshmesh. quand les poules auront des dents. Parce que la saison des abricots, c'est une saison très très courte, donc c'est presque comme si elle n'existait pas. Donc c'est vraiment assez emblématique, je trouve aussi de cette Palestine qui ne parvient jamais Le à rêve être libre. inaccessible. Ouais, absolument. Ouais. C'est vraiment. Vous l'avez écrit, vous l'avez dit avant le confinement, le Oui, premier confinement en oui, France, pays dans lequel vous vivez. Vous, ce confinement, paradoxalement, vous l'avez vécu à Bethléem. absolument. Ouais. Ouais. Et c'était assez intéressant parce qu'au début du confinement, on pensait, donc au début du premier confinement à Bethléem, on se disait, on a déjà vu ça. On connaît bien les incursions israéliennes avec des couvre-feux, on en est familier, notamment depuis la deuxième intifada. Mais ce confinement a été inouï, même pour nous, en fait. Donc ça a été... Pourquoi? parce qu'en Palestine, enfin comme partout, mais la Palestine en plus, moi je viens de Bethléem, c'est un endroit qui vit notamment du tourisme. Donc ça a été une dévastation, c'est encore une dévastation absolue, le fait Ouais. qu'il n'y ait pas de tourisme Oui, il y avait à notamment les Bethléem. fêtes de Pâques et il y avait Il y la avait les place de fêtes de la Mangeoire Pâques, qui il y était avait totalement désertée. C'était l'une des à, images fortes qu'on voyait d'ailleurs il y a un an. Le Noël, Bethléem Noël. vide à Noël, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mm. Quel est aujourd'hui votre rapport à cette terre palestinienne? Dure question, Parce que dure question. il y avait cette fondation, notamment de Hum, l'association hum. des écrivains, il me C'est semble, hein. ça, C'est ça, à d'écrivains et Jéricho. d'artistes, c'est ça. Vous avez toujours essayé de garder un lien à travers la littérature, notamment? Oui, je pense, enfin, à travers la littérature, à travers les arts. Bon, moi, une partie de ma vie est là-bas de toute façon. Mais même au-delà de ça, je pense que la Palestine, c'est aussi mon territoire de l'imaginaire. C'est Mm. pour moi, il est là, mon imaginaire. Il est vraiment nourri par la Palestine. J'écris énormément quand je suis en Palestine. J'écris plus quand je suis en France, Mm. très souvent. Donc, ça reste ce pays, cet horizon, en fait. Imaginaire et politique éternel, quoi, la Ouais. Palestine. Un mot peut-être sur le trait d'union Maghreb-Orient, puisque les éditions sont tunisiennes. Vous écrivez là sur la Palestine. Comment ça s'est passé avec les éditions C'est Elisade? toujours un plaisir en fait pour moi d'être aux éditions Elisade, qui sont des éditions basées à Tunis formidables. Pour moi, c'est hyper important. Alors non seulement parce que leurs objets et livres sont magnifiques en tant que esthétiquement, mais en plus j'adore le fait que ce soit des livres qui ne sont pas produits et qui n'émergent pas de Paris ou de la France C'est pour ça la aller ailleurs. francophonie aussi?
ou l'inverse de la francophonie, je sais Ouais. pas ce que c'est, mais Ouais. c'est hyper agréable de faire circuler les livres à l'envers, en fait.